Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Donc dans le cadre de cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de parler d'une thématique qui pouvait concerner tout un chacun de nous. Donc j'ai intitulé cette nouvelle vidéo Les familles dysfonctionnelles. Donc aujourd'hui on va parler de ce que c'est qu'une famille dysfonctionnelle. Donc avant d'aller plus loin, voilà, je vous ai pris quelques définitions déjà pour définir les mots-clés ici. Donc j'ai pris quelques définitions du mot dysfonctionnel. Donc quand on parle de dysfonctionnel, donc c'est quelque chose particulier d'un système de relation, d'une structure familiale ou sociale dont le fonctionnement est problématique. Donc ici, on voit que la première définition du mot dysfonctionnel, c'est un système de relation, une structure sociale, donc la société, d'accord? Ça peut être un pays, ça peut être une région, un département. Lorsqu'on entend société, on entend l'ensemble en fait d'individus qui vivent ensemble, d'accord? Ça peut être au sein d'une famille, au sein d'une ville, d'un département, etc. Donc, c'est une structure familiale ou sociale dont le fonctionnement est problématique. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition, c'est que dysfonctionnel, c'est un système qui ne fonctionne que d'une manière perturbée, anormale et qui sera soumis à réparation. Dans cette définition, on voit que lorsqu'on parle donc de dysfonctionnel, ça évoque en fait plus tard une idée de réparation. Donc comme s'il y a eu en fait un trouble, d'accord ? Ensuite, je vous ai pris quelques synonymes pour comprendre voilà, ce que c'est que le mot dysfonctionnel. Dans les synonymes qui nous sont donnés, on retrouve le mot trouble, on retrouve le mot défaillant et déficient, donc quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui est défectueux, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui est défaillant et quelque chose qui est défectueux. Les familles, donc voilà, je nous ai pris également les définitions du mot famille, bien que tout le monde connaisse, d'accord, la définition du mot famille, mais j'ai quand même voulu prendre des définitions. La première définition qui nous est donnée du mot famille, c'est que c'est l'ensemble uni que forment les parents et leurs enfants. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition qui nous est donnée du mot famille, ce sont des personnes apparentées qui vivent sous le même toit. D'accord? Et la troisième définition, enfin, qui nous est donnée de famille, c'est l'ensemble de personnes unies par un lien de parenté ou d'alliance. Donc ici, dans la troisième définition, on entend que ce sont des personnes qui sont unies par lien de parenté. Donc ça peut être des frères et sœurs, ça peut être parents-enfants, ça peut être neveu, oncle, ça peut être nièce, tante, etc. Ça peut être grand-père-enfant, etc. D'accord? Donc la troisième définition, c'est vraiment ce qui va nous intéresser. Ensemble de personnes unies par un lien de parenté ou d'alliance. Ça peut être belle, mère, d'accord, et le fils. Ou alors ça peut être beau-père et la fille, d'accord? Donc, famille dysfonctionnelle. Donc, je vous ai pris donc une définition, voilà, de ce qu'on va appeler une famille dysfonctionnelle. La définition donc qui nous est donnée de la famille dysfonctionnelle, c'est que c'est un système familial qui est stressant, qui est malsain au moment de l'enfance ou de l'adolescence et qui fausse les repères et détruit l'humeur ou la personnalité de l'individu une fois devenu adulte. Donc ce qu'on va retenir ici de la définition d'une famille fonctionnelle, c'est que donc c'est un système familial qui est stressant, d'accord, qui est malsain. Quand on parle de malsain, c'est quelque chose qui n'est pas sain, qui est donc mauvais de base, d'accord, qui est donc malsain au moment de l'enfance ou de l'adolescence et qui va fausser les repères, donc c'est-à-dire le devenir de la personne sur son humeur, sur sa personnalité dans le futur. Ici, la question est de savoir, en fait, après toutes ces définitions, la question ici est de savoir quand est-ce qu'on va parler de famille dysfonctionnelle. Donc, le problème ici, c'est de savoir quand est-ce que nous parlerons donc de ce qu'on appelle famille dysfonctionnelle. Alors, on peut parler de famille dysfonctionnelle, comme on l'a vu, à partir du moment où il y a une perturbation au sein de la cellule familiale. D'accord? Donc, on parle par exemple de famille dysfonctionnelle lorsqu'il va y avoir ce qu'on appelle des violences domestiques. Les violences domestiques, c'est-à-dire que les parents qui vont se battre sans cesse, les parents qui vont se battre, le père qui va battre la mère, le père qui va insulter la mère, les parents qui vont s'insulter. Il y a vraiment cette relation toxique qui est au sein de ce couple. Donc la violence domestique, c'est vraiment la violence qui se fait à l'intérieur de la famille, d'autant plus surtout entre les parents, d'accord? Donc on parlera ici donc de famille dysfonctionnelle lorsqu'on va percevoir déjà un premier signe, les violences domestiques, voilà, les parents qui vont se battre, qui vont s'insulter, etc. Le deuxième signe, ça serait
Dans une famille où il y a très peu, c'est-à-dire, bon, déjà trop d'autorité, d'accord? Une famille où il y a le père ou la mère sont trop autoritaires, où la parole de l'enfant n'est pas entendue, l'enfant n'est pas écouté, donc les parents on dit ça, c'est comme ça, c'est pas autrement, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'interaction, donc en fait, voilà, on va dire que les parents sont un peu en situation comme de gourou ou voilà, de dictateur, donc il n'y a vraiment pas d'échange, la parole d'enfant n'est pas entendue, donc on va parler vraiment de dysfonctionnement familial, quand il y a trop d'autorité. Et d'un autre côté, on parlera aussi de dysfonctionnement lorsque les parents sont trop permissifs. Être permissif, c'est-à-dire que le père laisse son enfant faire, enfin le père ou la mère laisse son enfant ou ses enfants faire tout ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de, voilà, quelque chose d'établi dans la famille. L'enfant peut aller dormir chez le petit copain, chez la petite copine, quand il veut. Il rentre quand il veut. Il peut rentrer à 4h, 5h du matin quand il veut, 4-5 jours dans la semaine. Il n'y a pas d'ordre en fait, il n'y a pas de règles préétablies. Donc l'enfant peut ramener des copains ou des copines, mauvaise fréquentation au sein comment dire, de la cellule familiale. Là, je ne parle pas du fait que ce n'est pas bon hein, de ramener un copain ou une copine à la maison, non. Là, je parle du fait en fait que les parents sont trop permissifs. En fait, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de cadre. Or qu'un enfant ou un adolescent, en fait, voilà, pour son bon développement, il est important aussi de pouvoir établir des cadres, d'accord? Tout en étant à l'écoute, tout en étant voilà, dans l'interaction, bien évidemment. Ne pas être trop autoritaire et ne pas être trop permissif. Il faut un équilibre en tant que parent. Donc voilà, la permissivité, ça serait vraiment autoriser l'enfant à faire tout et n'importe quoi. Ne pas avoir en fait, voilà, ne pas avoir l'œil sur son enfant, ne pas diriger son enfant, ne pas conduire son enfant, ne pas faire son rôle de père en fait ou de mère tout simplement. Les parents trop permissifs. Donc le quatrième signe qui nous parle d'une famille en fait dysfonctionnelle, c'est une famille dans laquelle il n'y a aucune empathie. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de place pour la sensibilité, d'accord? Être sensible va être perçu comme comme une faiblesse. On n'a pas le droit d'exprimer nos émotions, on n'a pas le droit en fait, voilà, les parents ne montrent aucune empathie, aucune sensibilité vis-à-vis des émotions, vis-à-vis du ressenti de leurs enfants. Ça peut être très toxique et très dysfonctionnel. Donc la cinquième cause ici, ça sera donc l'absence des parents. Donc une famille dysfonctionnelle, ce sont aussi des parents qui sont absents, des parents qui ne donnent pas d'éducation à leurs enfants, qui vont laisser leurs enfants livrés à eux-mêmes. Les enfants rentrent de la maison, il n'y a pas à manger. Les enfants rentrent de la maison, ils n'ont personne pour les aider à faire leurs devoirs. Les enfants rentrent de la maison, le papa est chez la maîtresse ou dehors avec des amis. La maman est chez des copines, donc ils sont livrés à eux-mêmes. Ils vont même faire le rôle, s'ils ont des plus petits, ils vont faire le rôle même de parents à leurs petits frères. Ça, c'est vraiment une famille très dysfonctionnelle. Je parlerai ultérieurement aussi de ce qu'on appelle le rôle de chaque enfant au sein de la fratrie. Il est très important de prendre le rôle de chaque enfant au sein de la fratrie. Un enfant ne peut en rien substituer à ses parents. Ça veut dire quoi? Un enfant ne peut pas faire le rôle du parent. Les parents, vous êtes parents, vous faites des enfants, vous savez pourquoi. Mais ce ne sont pas à vos enfants de prendre votre rôle. D'accord? Si vous n'êtes pas assez, entre guillemets, mature ou prêt pour faire des enfants, ne faites pas des enfants. Parce que chaque enfant, pour son bien-être psychologique, cognitif, au niveau de la personnalité et du développement, il a besoin de passer par certaines étapes, il a besoin lui aussi de connaître sa vie en tant qu'enfant. Donc l'absence des parents, un parent qui va être alcoolique par exemple, il passe sa vie à boire, donc il n'est pas du tout dans l'interaction, dans l'échange avec ses enfants, il ne sait même pas ce que ses enfants font à l'école, il ne connaît pas les copains, les copines de ses enfants, il ne connaît même pas le nom de la maîtresse de l'enfant, il ne participe pas aux sorties scolaires avec l'enfant, etc. Ça va être très problématique. Ou un parent qui est aussi de l'autre côté dans la drogue, d'accord? Donc ça aussi, ça va être des signes d'une famille dysfonctionnelle. Ensuite, le sixième, c'est-à-dire, il y en a plein. Moi, j'en ai pris plutôt 6, d'accord? Parce que je voulais m'arrêter sur ça. Donc, le sixième signe pour montrer qu'une famille est dysfonctionnelle, c'est donc la présence de comportements inappropriés. Donc, les comportements inappropriés, ce sont des comportements qui n'ont pas lieu d'être au sein d'une famille, d'accord, au sein même d'une relation. Dans les comportements inappropriés, je prends l'humiliation, les parents qui vont s'humilier sans cesse, vont humilier l'enfant, le père qui va humilier, dénigrer la mère, vice-versa, le mépris,
les reproches sans cesse. J'ai parlé également des abus sexuels, d'accord? Donc, dans des familles dysfonctionnelles, on va trouver de l'abus sexuel, de l'inceste. Ça, c'est un signe majeur d'une famille dysfonctionnelle, d'accord? Donc, on va parler des comportements incestueux, d'accord? Quelquefois, il n'y a pas forcément passage à l'acte, d'accord? Il n'y a pas forcément un passage à l'acte, mais il va y avoir une atmosphère, en fait, malsaine autour de la famille qui va pousser, en fait, qui pourrait être une porte ouverte à de l'inceste en tant que tel. Quand on parle de comportement incestueux, on va parler par exemple de tout comportement qui va être ambigu entre un adulte et un enfant. Des comportements érotisés, d'accord? On va être vraiment dans un jeu de bizarre, enfin l'adulte va être dans un jeu bizarre, étrange, de la séduction avec un enfant, enfin une chose qui n'a pas lieu d'être. Un adulte est un adulte, un enfant est un enfant, d'accord? Donc il va y avoir vraiment ces comportements érotisés. On va avoir par exemple des parents qui n'ont aucune intimité, qui vont par exemple avoir des rapports sexuels alors que la porte de leur chambre est totalement ouverte. Ils savent que la chambre de l'enfant est à côté, qu'à tout moment l'enfant peut passer. Voilà, donc les comportements vraiment manque d'intimité de la part des parents, ça ce sont aussi des comportements incestueux. Lorsqu'un parent, donc une mère ou un père part dans sa salle de bain, il laisse en fait la porte de la salle de bain totalement ouverte alors qu'il est nu. Enfin, il est vraiment tout nu, l'enfant peut passer à tout moment. Ça, ce sont aussi des comportements incestueux. Parce qu'un enfant n'a pas à voir la nudité de son père. Un enfant n'a pas à voir la nudité de sa mère. Voilà pourquoi on appelle ça l'intimité, parce que c'est quelque chose qui nous est propre. Ça nous regarde nous, ça ne regarde certainement pas les enfants qui sont autour de nous. D'accord ? J'ai parlé également des parents qui vont avoir des gestes déplacés. Des gestes déplacés envers leurs enfants. Ça peut être des gestes, par exemple, voilà, de caresser le sexe de l'enfant. Ça peut être caresser la poitrine de l'enfant. Ça peut être, comment dire, avoir des jeux malsains, d'accord? Un père qui va demander à son enfant de jouer avec lui, mais un jeu malsain. Une maman aussi, pareil. Ça peut être le fait qu'une mère va commencer à érotiser également la relation avec son fils, entre guillemets, prendre un peu son fils pour son amant, pour son mari, d'accord? Mais dans des comportements comme ça. Donc ça serait vraiment des comportements très malsains. Ça serait également le fait qu'un adulte, un parent, voilà, la mère ou le père, ou même un adulte en tant que tel, hein, parce qu'on parle de famille, c'est pas que les parents, ça peut être l'oncle, ça peut être la tante, ça peut être le grand-père, ça peut être la grand-mère. Tout ce que je viens de dire là, ça concerne aussi bien le grand-père, la grand-mère, la tante, l'oncle, etc. Qui va manifester l'envie pressante et trop oppressante de dormir à tout prix avec le petit enfant, avec l'enfant ou l'adolescent, quoi. C'est-à-dire que voilà, le parent, l'adulte va manifester une envie de dormir à tout prix avec l'enfant. Ça, c'est aussi des marques, en fait, ce sont des marques de comportement incestueux. Ça n'a pas lieu d'être. Donc maintenant, comment éviter les futurs abus ou les futurs viols chez les enfants? Parce que là, on a vu qu'il y a des comportements incestueux. D'accord? Ces comportements incestueux peuvent être des portes ouvertes à des futurs viols ou des futurs abus plus tard. Donc comment éviter justement les futurs viols ou les futurs abus? Donc, on va commencer par mettre des limites. Les parents doivent avoir un cadre, d'accord? Ça, c'est ce qui est réservé à l'adulte. Ça, c'est ce qui est réservé à l'enfant. Mettre des limites. Commencer donc à reconnaître l'identité de chacun. Je suis un adulte. Il y a des choses que je dois faire. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Il est un enfant. Voilà ce que l'enfant peut faire. Voilà ce que l'enfant ne peut pas faire. Reconnaître donc l'identité de chacun, verbaliser les choses. Il est vraiment intéressant de pouvoir verbaliser les choses. Commencer à dire dès la plus tendre enfance à l'enfant ce qui est autorisé à faire, d'accord, et ce qui est interdit de faire. Dire à son enfant par exemple que son corps, qu'elle prenne possession de son corps, que son corps lui appartient, et que personne n'a le droit de faire certaines choses avec son corps sans son consentement. D'accord? Lui dire que personne n'a le droit, par exemple, de toucher son corps sans son consentement, sans qu'elle soit d'accord. Personne n'a le droit, par exemple, de lui demander de venir s'asseoir sur ses genoux. Un adulte n'a pas le droit de demander à l'enfant de venir s'asseoir sur ses genoux sans son consentement. Donc, commencer à verbaliser avec l'enfant, d'accord? Ce qui peut être autorisé de ce qui peut être interdit, parce que plus vous allez verbaliser avec votre enfant, plus vous allez lui, c'est faire de la prévention en fait, plus vous allez commencer à vous ouvrir sur des choses qui peuvent se faire et sur des choses qui ne peuvent pas se faire, et plus la personne, c'est-à-dire que l'enfant qui est dans un âge de l'innocence, lorsqu'elle sera confrontée à ça, elle saura directement que ça, ce n'est pas normal. Donc d'accord, c'est mettre les mots.
C'est aussi lui dire que aucun adulte n'a le droit de lui toucher ses parties intimes. Le pénis pour les hommes, d'accord, et le vagin pour les femmes. Aucun adulte n'a le droit de lui toucher ses parties intimes. Ses parties intimes lui appartiennent. Il n'y a que lui ou elle qui ait le droit de disposer de son corps en tant que tel. Il est aussi important de pouvoir lui dire que aucun adulte n'a le droit de l'exiger de dormir avec lui. C'est-à-dire que si tonton, grand-père, papa, je ne sais pas qui, grand-oncle, etc. t'oblige à dormir avec lui ou avec elle, tu n'es pas obligé si tu n'en as pas envie. C'est important de mettre le mot là-dessus. Aussi, dire à l'enfant que elle n'est pas obligée, c'est-à-dire que c'est pas normal si son père ou sa mère commence à lui demander de jouer à papa et à maman, ou même un adulte qui commence à lui demander de jouer à papa et à maman. Ça, ce sont des notions qui ne sont pas normales, d'accord? Donc lui dire, voilà, lui rappeler ça. Aussi lui dire que aucun adulte n'a le droit de lui demander de garder un secret sur des choses qu'il aurait pu faire sur elle. Par exemple, lorsqu'un adulte a touché ses parties intimes et lui dit de garder le secret. Surtout dire à votre enfant qu'il n'y a pas de secret, ce que l'adulte vient de faire n'est pas normal parce qu'il n'a pas le droit de toucher ses parties intimes, il n'a pas le droit de lui faire des bisous, je sais pas, dans le cou, il n'a pas le droit de lui faire des bisous sur la poitrine, il n'a pas le droit de lui faire même des bisous sur la bouche. Et que lorsqu'il aurait fait ça et qu'il demanderait à l'enfant, donc il lui demanderait de garder ce secret, surtout il ne faudrait pas qu'elle garde le secret, il faut qu'elle vienne se livrer soit à papa, soit à maman, à un adulte qui va l'écouter, parce que ce que l'autre adulte aurait fait en touchant son corps, ses parties intimes, c'est totalement illégal, il n'a pas le droit de faire ça, d'accord? Aussi, voilà, mettre l'enfant en confiance, être dans une atmosphère où, voilà, vous discutez vraiment, vous échangez avec votre enfant, vous discutez avec votre enfant, vous êtes l'ami de votre enfant, en même temps le père, la mère de votre enfant, d'accord? Lui donner les outils pour s'armer, parce que malheureusement, je reviens sur quelque chose, c'est que le viol, c'est quelque chose qui est commis. Dans 90%, le coupable, d'accord, la personne qui viole, entre guillemets, elle fait partie de l'entourage proche. Donc l'entourage proche, ça peut être la famille, les amis de la famille, etc. Donc il faut vraiment aider vos enfants à s'armer vis-à-vis de ces choses, d'accord? C'est bien de couvrir ses enfants, mais c'est aussi bien d'armer ses enfants face au monde, parce qu'on est dans un monde où les gens, malheureusement, dysfonctionnent. Ensuite, voilà, donc j'aimerais vraiment vous inviter à pouvoir discuter, avoir des échanges avec vos enfants, à pouvoir leur dire ce qui est, entre guillemets, normal de faire et ce qui n'est pas normal de faire. Plus tôt ils le sauront et mieux ils seront armés face à ça, d'accord? Parce que malheureusement, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Et lorsque des choses arrivent, on se dit, mais comment ça se fait que... Parce qu'un enfant, en fait, il est innocent. Ce qu'on ne lui aurait pas dit, ce qu'on ne lui aurait pas répété, ce qu'on ne lui aurait pas fait comprendre, pour lui, entre guillemets, un adulte qui vient lui dire que mais t'inquiète pas, tous les parents font ça à leurs enfants, tous les enfants font ça à leurs nièces et leurs neveux, t'inquiète pas, ça sera notre secret. Donc il va croire cette personne parce que c'est un adulte de confiance, c'est une personne qui est autour entre guillemets de lui ou d'elle, c'est une personne qu'il a l'habitude de voir constamment. Donc il y a cette relation de confiance aussi qui est là. Or que si vous en tant que parent vous commencez à travailler ça avec vos enfants, ça sera des notions en fait qui seront entre guillemets déjà dans leur esprit. Donc si jamais une personne malsaine était dans l'entourage prémédité de faire ces choses, l'enfant en fait aura assez de recul pour pouvoir en parler au père et à la mère. Et surtout, ce que j'aimerais aussi vous inviter à faire, c'est que quand un enfant vous dit quelque chose, ne mettez pas sa parole en doute, ne doutez pas, faites le possible pour réparer la chose, pour en parler. Hein. Il ne faut pas que... Si jamais voilà il y avait passage à l'acte, que le viol, que l'inceste devienne tabou et que voilà ça soit la loi du silence, non, parce qu'une victime a besoin d'être reconnue en tant que victime, peu importe si ça doit casser les familles, peu importe, non, mais vous êtes dans l'obligation d'en parler pour que ça ne se reproduise pas de génération en génération ou sur d'autres personnes. Voilà, donc j'avais à cœur de faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Donc je vous invite à vous parents également de pouvoir faire attention aux gestes que vous avez, aux paroles que vous avez, à ce que vous faites autour de vous, parce que ça peut se retentir sur vos enfants plus tard. Je finirai par vous donner voilà, un passage à aller lire qui parle bien de l'inceste, c'est Lévitique chapitre 20. Je vous laisserai aller lire Lévitique chapitre 20 en espérant que cela vous parle. So, for my English friend over the world, I would like to say to you that you could watch this video with in English subtitle.
I'm sorry because I I just speak French on that video, but yeah, you could go to this my channel, my YouTube channel, and watch all of my video with English subtitle. Be blessed. See you.